Oui, Robert, ça y est, je suis en direct dans un petit moment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Donc, notre émission passe en direct sur les ondes de RFA 81.3, 93.6, 105.2. Elle est retransmise en direct sur Facebook et vous pouvez la suivre aussi par les moyens d'Internet. C'est une application sur les smartphones, etc. Donc, comme tous les dimanches, nous allons parler d'actualité, un fait qui concerne la Martinique, un fait qui concerne l'international, une partie des constructions. Ensuite, nous écouterons des informations portées par Thierry qui concerne la Martinique, avant une partie qui n'est pas pour le moment retransmise en direct sur Facebook, mais à laquelle vous pouvez participer sur les ondes en téléphonant au 03 14 03. Alors, pour aujourd'hui, en ce qui concerne l'actualité nationale, j'ai retenu l'expulsion des marins pêcheurs de Chelcher. Pour ce qui concerne l'actualité internationale, je vous propose de réfléchir au rejet dans l'océan des eaux contaminées de Fukushima. Et pour la déconstruction, un thème qui en découle en quelque part, les moyens de construire une économie conforme aux intérêts de notre pays et au service de notre peuple. Donc voilà le programme et nous allons tout de suite commencer avec l'expulsion des marins pêcheurs de Chelcher. Alors voilà, la semaine dernière, les marins pêcheurs reçoivent un courrier recommandé qui leur disent vous avez une semaine pour dégager de la plage de Chelcher et si vous ne partez pas, c'est 100 € d'amende par jour supplémentaire ou vous restez sur place. Qui a envoyé ce courrier? C'est la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEA, administration française, coloniale, me précise-t-on. Alors, évidemment, les pêcheurs montent au créneau, les gens disent qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des marins pêcheurs qui sont là depuis des dizaines d'années, des centaines d'années même, qui déposent leur barque sur la plage et qui reçoivent une lettre pour dire tirez vos autres. Alors, le motif, c'est que l'État, qui est le propriétaire de la zone publique, déclare que non, mais il faut réaménager, il faut équilibrer, il faut mettre de l'ordre, il y a des commerçants qui viennent sans autorisation, il faut que les usagers. Donc, l'État français ordonne aux marins pêcheurs de sortir avec leurs embarcations, leurs installations de la pêche. Alors, la municipalité, évidemment, est concernée, et puisqu'elle aussi dit vouloir aménager, gérer la plage, mais elle rappelle que ce n'est pas elle qui décide, c'est la DEA, c'est l'État qui prend des décisions. On sent déjà le problème qui s'annonce, parce que ce que les gens ont en face d'eux, c'est les responsables municipaux, c'est eux qui connaissent. Et donc, cette municipalité qui dit, bon voilà, non, c'est pas nous, c'est l'État qui envoie, mais enfin, il est quand même important de mettre de l'eau. Évidemment, face à la mobilisation des marins pêcheurs, le langage c'est précisé. Non, mais nous sommes prêts à vous accompagner pour faire les démarches. Et puis, nous vous allons laisser le droit de mettre vos embarcations au large de la mer. Voilà. Et puis, on prévoit des installations à Pont-Laillé pour que tous les bateaux aillent, que les pêcheurs aient leurs installations, déposées, etc. Mais c'est cet élément-là que je voulais commenter parce que ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'État français décide de ce qui doit se faire de la Martinique sans connaître notre réalité, ou pire, en la connaissant, mais en sabotant les intérêts de la population.
Parce que s'il y avait le moindre respect pour la population, cet État, en associant la municipalité, aurait invité les marins pêcheurs à dire, bon voilà, il nous faut réaménager, donc il n'est pas question que vous sortiez de là, mais comment allons-nous nous organiser pour que les choses se passent correctement? Non, le prince envoie son ordre à ses laquais, tirez-vous de là, au mépris de la culture martiniquaise, au mépris de l'intérêt économique de la population, puisqu'on sait comment ça fonctionne, la vente des poissons, etc. Absence de démocratie, un fait du prince, mais atteinte aux intérêts du pays. La municipalité est en quelque part responsable parce qu'elle aurait dû exiger de la DIAL, de l'administration française, avant qu'elle n'envoie ses mises en demeure, que cette réunion-là, que cette coordination, cette concertation-là se fasse. Donc, il y a un manque de vision de la municipalité. Mais ça nous montre donc le fait que nous soyons gérés par un pouvoir colonial, c'est déjà un obstacle à notre développement. Alors, c'est vrai que des choses se font et de façon plus ou moins désorganisée, voire anarchique sur les plages. Mais pourquoi? C'est parce que l'État français ne prend pas en compte les intérêts des Martiniquais et que la population voit que pour survivre, elle est obligée de se débrouiller, qu'il y a deux poids, deux mesures en question en ce qui concerne la gestion de l'occupation des 50 parts. On peut quand même rappeler à tous ces combats qui ont été menés quand l'État français a décidé de vendre au prix fort des petits espaces pour les occupants légitimes des 50 parts qui s'y trouvaient parfois depuis plus d'un siècle, de famille en famille, imposés, bon, pas plus de 400 mètres carrés, et la loi du prince, sans tenir compte des familles, et si vous ne pouvez pas payer, on prend à quelqu'un d'autre. Mais surtout que pendant qu'on écrase, par exemple, les bâtiments de pêcheurs européens, je pense aux bateaux, etc., eh bien, on autorise les grands propriétaires, les hôteliers, à prendre toutes leurs marges sur la place, sur les plages en particulier. Je vous rappelle que ce sont des jeunes Martiniquais et des militants plus âgés qui sont allés libérer la plage de Sainte-Luce. Et que quand ils sont allés, les gendarmes étaient là pour protéger des privés qui avaient usurpé l'utilisation de la plage. Et il y a un témoin sur place qui peut confirmer qu'un gendarme lui a dit mais nous sommes là pour préserver nos ressortissants, l'intérêt de nos ressortissants, pas pour préserver la circulation de la plage, les lois, l'intérêt des Martiniquais, mais nous sommes là. Un gendarme a dit ça lorsque cette manifestation a été faite pour représenter nos ressortissants, parce que ceux qui avaient la possibilité de privatiser illégalement la plage, c'était des Français. Alors, donc, ces inégalités, ces injustices, ce deux poids deux mesures imposés par l'État français sur les 50 parts, rappelons qu'historiquement, ils ont volé aux Caraïbes. Qu'ils ont volé. C'était d'ailleurs les 50 parts du roi, et qu'on a changé la dénomination des 50 parts géométriques pour cacher la réalité qui perdurait. Donc, cette histoire-là de l'expulsion des marins pêcheurs de Chelcher et qui va s'étendre à toutes les autres communes, parce que l'État a dit d'ailleurs dans son communiqué, parce que la préfecture a fait un communiqué pour rappeler la loi. L'occupation du domaine public maritime et la réalisation de travaux sans autorisation préalable constituent des infractions pouvant faire l'objet de poursuites. L'État a rappelé, c'est la loi, c'est moi le maître, c'est mon domaine. Mais ils ont l'intention d'étendre cette sauvagerie, de poursuivre cette sauvagerie partout où les Martiniquais occupent légitimement des territoires. Cela fait partie de l'offensive de cadenassage du pouvoir colonial face au peuple martiniquais
qui commence à faire entendre sa voix. Alors, de cela, il faut tirer une conclusion. Un, nous ne pouvons plus accepter la tutelle coloniale. Deux, nous ne pourrons jamais nous développer si nous ne fixons pas nos droits, si nous ne sommes pas consultés, si il n'y a pas un fonctionnement de démocratie de base populaire qui permette de faire prendre en compte les intérêts de la population. Donc, voilà le premier point que je voulais signaler. Et je vais passer à la deuxième information internationale qui concerne le rejet dans l'océan des eaux contaminées, radioactives, en fait, contaminées à Fukushima. Il faut se rappeler que le 11 mars 2011, il y a eu un tsunami qui a frappé le nord-est du Japon et dans la région de Fukushima, les eaux ont envahi une centrale nucléaire, les systèmes de refroidissement de cette centrale ont été bloqués et ça a entraîné la fusion de 3 des 4 réacteurs. Pour essayer d'empêcher une catastrophe beaucoup plus importante, il a fallu refroidir ces réacteurs avec des tonnes d'eau qu'on projetait sur 140 tonnes d'eau par jour pendant tout un certain nombre de mois. Je crois que c'est 1 million de tonnes d'eau contaminée qui sont actuellement stockées et dont il faut se débarrasser. Alors, ce sont des produits radioactifs. Dès le départ, les Japonais ont envisagé de jeter ces eaux dans les océans. Alors, il y a eu des levées de boucliers. Finalement, le gouvernement japonais a assuré qu'il décontaminait les eaux, il prenait des dispositions pour enlever les éléments radioactifs avant de rejeter les eaux. Et ça a calmé un peu les choses, puisque les eaux n'étaient pas rejetées, jusqu'en 2021, donc il y a 2 ans, où ce gouvernement décide que, bon, voilà, j'ai suffisamment désinfecté, donc je vais rejeter les eaux dans les océans, dans l'océan Pacifique, mais je vais rejeter petit à petit, sur 40 ans, on va rejeter par petite dose, mais rassurez-vous, nous avons dépollué, décontaminé les eaux. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont enlevé l'essentiel des produits actifs, mais il en reste quand même 2. Le carbone 14, qui n'est pas le plus dangereux, mais un élément qui s'appelle le tritium. Et le tritium, c'est une molécule qui s'attaque aux organismes, donc qui a des effets sur l'organisme et qui peut présenter un risque pour la santé. Donc, c'est dedans. Et donc, le Japon dit oui, mais ça ne dépasse pas les doses prescrites par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je cite là, la radioactivité de l'eau ne doit pas dépasser les 60 000 becquerels par litre. Et la radioactivité des eaux de Fukushima ne devrait pas, avec les éléments dont on parle, le tritium, ne devrait pas dépasser les 1500 becquerels. Alors, ça veut dire que, bon, c'est acceptable. On pourra rejeter. Et comme par hasard, après cette décision du gouvernement, l'Agence internationale de l'énergie atomique intervient pour dire oui, d'accord, mais les effets seront négligeables. Donc, nous autorisons le gouvernement japonais à rejeter ces eaux contaminées au tritium dans l'océan. Alors, évidemment, les pays riverains ne sont pas d'accord, notamment la Chine et même la Corée du Sud qui est alliée du Japon. Disent non. Il est prouvé que cela peut agir sur la faune, sur la flore également, mais surtout sur la faune, et notamment les poissons qu'on va manger. Donc, il n'est pas question d'accepter ça, et il y a des dispositions qui sont prises par la Chine, la Corée du Sud, pour essayer de s'opposer à cela, sans compter les autres petits pays, les petits États de la région. Alors, intervient l'Union européenne, comme par exemple, pour dire
oui, bon, les effets seront négligeables. Alors, nous allons lever les restrictions aux importations de produits alimentaires japonais. Donc, de la pêche, etc. Donc, au moment où le Japon dit je vais rejeter les eaux contaminées, l'Union européenne, avec von der Leyen, dit bon. Alors, maintenant, on va pouvoir importer les produits japonais. Évidemment, la Chine, la Corée dit pas question, ils ont au contraire resserré la vis. Mais vous voyez la complicité entre les puissances politiques, économiques, qui sacrifient carrément la population. On ne peut pas concevoir qu'au moment où le Japon décide de rejeter de l'eau avec du tritium, que la présidente du gouvernement, de la Commission européenne, vienne déclarer, bon, et maintenant, on va lever des interdictions. Sous prétexte que les quantités sont négligeables. Alors, c'est là que je fais appel au bon sens de tous. Quand on dit que c'est négligeable, c'est un faux argument parce que ça agit quand même et on ne sait pas toutes les conséquences sur la faune, sur les mutations que ça peut entraîner dans les espèces, etc. Mais ça vient s'ajouter à toutes les quantités tolérées, dites négligeables, que le monde capitaliste nous sert de l'alimentation. Eh bien, vous pouvez prendre de l'aspartame si c'est négligeable. Vous pouvez prendre des édulcorants si c'est négligeable. Vous pouvez être empoisonné aux pesticides si c'est négligeable. Négligeable plus négligeable plus négligeable plus négligeable, des centaines et des centaines de produits viennent faire un effet cocktail et on comprend pourquoi le taux de cancer, d'Alzheimer, etc. explose au niveau mondial. Donc, c'est un faux argument parce qu'aucun de ces politiques ou de ces pseudo-scientifiques qui viennent dire c'est négligeable n'ajoute pas c'est négligeable pour ce produit-là, mais ça vient s'ajouter à des centaines, voire des milliers d'autres négligeables. Donc, il faut qu'on arrête le massacre. Alors, ça, c'est pour dire que nous avons là un problème majeur de santé publique qui vient s'ajouter, parce que là, on parle de rejet d'eau contaminée, j'ai fait allusion aux produits qui sont dans les différents aliments que nous consommons, ou même aux matériaux que nous utilisons. Bon, on pasteurise amiante, etc. Mais c'est un scandale global, puisque à cela, il faut associer le rejet des déchets toxiques nucléaires massivement rejetés par les mêmes Occidentaux, notamment les pays du tiers-monde, les pays africains, d'Haïti, etc. Il faut ajouter à cela tous les produits qui ne sont pas expérimentés, qui ont des effets négligeables, comme ces pseudo-vaccins, les produits expérimentaux qui avaient des effets négligeables. Le rapport au risque effet positif et n'est pas vraiment défavorable, etc., avec tous les effets secondaires avancés. Tout ça s'ajoute. Donc, nous avons un système économique et politique qui permet que pour garantir la rentabilité des grandes multinationales, décident de mettre dans la balance la vie même des populations et de l'environnement. Ce qui nous amène à parler du renversement du système. Donc, nous allons faire quelques petites coupures musicales avant de passer à la déconstruction, vous verrez, qui est une continuation de notre réflexion. Voilà. Alors, le thème que j'ai proposé pour la déconstruction est le suivant: les moyens de construire une économie conforme aux intérêts de notre pays
et au service de notre peuple. Les premières informations que j'ai développées introduisent ce thème, mais il y a une autre question d'actualité qui nous pousse à l'aborder. C'est cette annonce qui a été faite avec grand fracas que la Martinique a jusqu'au 31 décembre de cette année pour dépenser la totalité des fonds structurels qui lui avaient été alloués par la Commission européenne au titre de la programmation 2014-2020 de sa politique de cohésion économique et sociale. C'est une somme qui atteint les 681 millions d'euros au titre du Fonds européen de développement régional, le FEDER, de la dotation spécifique pour les régions ultra-périphériques et du FSE, le Fonds social européen. Donc, voilà ces fonds, et tous ces fonds, à l'heure actuelle, sont gérés par la CTM, la collectivité territoriale. Donc, c'est elle qui manage, qui gère les écritures. C'est-à-dire pas elle qui décide de l'attribution. Elle gère les écritures. Bon, alors, pourquoi ça nous amène au thème dont j'ai parlé? C'est parce que l'essentiel de la classe politique défend l'idée que tout le développement de notre pays ne peut s'asseoir que sur l'arrivée de subventions européennes. Tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on voudrait faire, l'agriculture, si on n'a pas les fonds européens, eh bien, on ne pourra pas se développer. C'est la première idée que nous avons à décortiquer dans la partie des constructions. Deuxième élément, c'est que comme les fonds ne sont pas dépensés, ils risquent de repartir. Et que c'est la CTM qui gère. Ça veut dire que les élus martiniquais sont des incapables, des ignorants qui ne savent pas manger de l'argent qui est indispensable au développement de notre économie. Et ça devient un argument politicien pour ceux qui veulent s'attaquer à ceux qui sont au pouvoir. Ils ne savent pas consommer les fonds européens. Si on était là, on aurait consommé les fonds européens. Deuxième idée à combattre, et on y répond tout de suite. C'est une façon de tromper de façon vraiment grossière le peuple. Parce qu'elle n'explique pas le fonctionnement des fonds européens. Alors, je voudrais dire à chaque Martiniquais, chaque jeune, chaque personne qui a des dossiers de l'Europe, qui n'a pas pu, etc., je voudrais que chacun se rappelle comment fonctionne le mécanisme. L'Europe a un budget avec les fonds dont on a parlé, FEDER, Fonds social européen. Et il décide, bon, nous donnons tant. Nous donnons tant, mais ces crédits-là sont encadrés. Ça veut dire que quand on va donner des fonds de développement pour l'économie, l'essentiel de ces fonds-là, c'est la banane, les monocultures qui servent à la France, c'est le tourisme, parce que c'est ça qu'on a décidé qu'il faut financer. Ça veut dire que les fonds sont encadrés, ils sont destinés prioritairement par les Européens au secteur dans lequel ils doivent être affectés. On pourrait se dire, bon, d'accord, oui, mais si on se débat, on va quand même travailler dans ces secteurs-là. Non, c'est pas comme ça. C'est que pour bénéficier des fonds, vous devez déposer des dossiers. Le dossier doit présenter un plan de financement qui dit, voilà ce que j'apporte, voilà ce que la CTM apporte, et voilà ce que l'État ou l'Europe peut abonder d'après les fonds qui ont été décidés. Au départ, il faut obligatoirement avoir 30% en moyenne de fonds propres. Si on est dans un pays où l'écrasante majorité des gens ne disposent pas de fonds propres, de trésorerie, de biens qu'ils pourraient hypothéquer, et que tout appartient à une caste,
vous pouvez toujours rêver, mais vous n'aurez jamais les 30%. Vous allez à la banque pour dire, bon, faites 30%. Non, on ne vous donne pas. Donc, si vous n'avez pas l'apport, ce qui est le cas de la grande majorité, il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui peuvent faire des efforts assez ingénieux pour trouver le fond, mais c'est une minorité, ce n'est pas une base de développement pour un pays. L'écrasante majorité des acteurs économiques ne peut pas. Mais admettons que vous fassiez les efforts pour trouver cet apport personnel. Vous ne dites pas, voilà, j'ai eu 30%, voilà le devis, le Crédit européen fait envoyez-moi l'argent et puis je vais faire mon travail. Non! Vous devez dépenser, vous devez faire le travail, donc trouver l'argent pour faire. Vous pas dire. Envoyer les factures pour être remboursé. Ça veut dire que c'est une heure. Alors, si les gens ne peuvent pas avoir ça, les fonds wipe out. Est-ce qu'il y a une seule personne honnête en Martinique qui va dire que c'est à cause de la CTN, de la mauvaise gestion des fonds européens, à cause de l'imbécilité des Martiniquais qui ne savent pas monter des dossiers, etc., tous des arguments réactionnaires, racistes, autodénigrants qu'on entend. Non, il faut comprendre une fois que le mécanisme des fonds européens est là pour régler les besoins économiques français et que c'est étudié pour que les entreprises martiniquaises endogènes ne puissent pas se développer. Celles qui appartiennent à la casse et qui vivent de la rente parce que les Européens ont besoin de ces monocultures-là et que ces Européens-là ont besoin de la casse et de la domination de la casse pour empêcher au pays de se développer. J'ai insisté sur cette affaire de fonds européens pour dire que ça ne peut pas être la base d'un développement. Maintenant, il faut savoir être pragmatique et réaliste. Ça ne veut pas dire que si une association, un individu peut prétendre au fond, il ne le fasse pas. Ça ne veut pas dire que si une classe a besoin de faire un voyage en Europe et puis que par le fonds européen elle peut avoir le financement du voyage, il ne faut pas. Il y a des gens malhonnêtes qui disent ah, je n'ai pas d'artiste, mais je t'ai dit, nous payons. L'argent là, c'est voler. Nous. Hein. L'Europe et la France n'ont cessé de nous piller. Donc, si en attendant que nous soyons souverains, il existe des dispositifs que nous puissions utiliser pour faire comme Guillaume Marian, il n'y a aucun problème d'éthique à avoir, à condition que ça rentre dans le projet de développement dont je vais parler tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on pourra construire le développement du pays sur la base de l'attente de subventions européennes. Deuxième point donc, de mon développement, c'est que le développement du pays, les crises que nous connaissons, les difficultés que nous connaissons, si nous ne les résolvons pas aujourd'hui, les difficultés, ces difficultés-là seront accrues. Les dernières émissions, j'ai souvent parlé des menaces qui pèsent sur nous en général, en tant que société, en tant que peuple, mais sur l'ensemble de l'humanité en général. J'ai parlé du dérèglement climatique, avec accentuation des tempêtes, érosion des côtes, inondations, sécheresse. Vous entendez ce qui se passe au niveau de la chaleur en France, en Europe et dans le monde en général, au Canada. Donc, on a ce problème-là qui fait que si on ne se prépare pas aujourd'hui pour affronter ces défis-là, ce sera catastrophique. Premier défi. Deuxième défi, on est évidemment dans l'avancée du conflit militaire majeur. On a crié quand au début de la guerre de l'Ukraine, certains régions étaient vides de moutons, d'huile et de céréales. Mais ce sera pire avec le conflit qui s'annonce. Nous sommes dépendants à 80% de notre alimentation.
Donc aujourd'hui, il faut préparer les conditions de survie dans le cas où le conflit militaire s'aggraverait. Troisième élément, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de santé publique, d'éducation publique. Les ultra-riches, les multinationales, avec la complicité des gouvernements, appliquent une politique ultralibérale barbare. Ils ont détruit, pas rien, chercher tous les moyens pour gratter. Quelqu'un me disait, un retraité de la Poste me disait qu'il vient de recevoir une lettre pour dire, bon, les compensations qu'on vous donnait parce que vous étiez travailleur de la Poste, à savoir petite 30 € de moins, l'État nous a demandé de supprimer ça pour faire des économies. C'est pas tout. Cette politique ultralibérale barbare fait que nous n'avons qu'à y manger l'autre si nous n'avons rien, si nous n'avons pas un projet. Quatrièmement, sans compter qu'il y aura crise bancaire, j'ai redéveloppé ça une autre fois. Et puis, il y a évidemment le délitement social, parce que dans des sociétés où les gens ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas s'épanouir, n'ont pas d'argent, sont bestialisés par la culture, etc., et la violence se déchaîne, les folies se déchaînent. C'est ça les menaces. C'est pas personne ne peut nier ça. Mais quand nous les rappelons, ce n'est pas pour alimenter le catastrophisme, vous dites, bon Dieu, les derniers temps, non, c'est pour dire, si nous ne faisons rien, c'est ça, c'est nous qui avons fait. Parce qu'il existe des moyens d'arrêter la machine infernale. On ne parle pas dans les médias, mais dans tous les pays du monde, il y a des gens qui se battent pour construire des alternatives, agriculture alternative, etc., protection du climat. On voit les manifestations, mais il y a des gens qui travaillent partout à proposer des alternatives. Et il est important que nous aussi comprenions que quand chacun met de sa part, l'ensemble de l'humanité progresse. Et donc, de notre esprit, il nous faut dire, il faut que nous fassions bataille. Et nous créons des résultats. Nous ne pouvons pas laisser ça nous dire, et puis nous pas dire. Alors, première chose, c'est que nous nous mettions d'accord sur une perspective commune. Nous restons à aller. La perspective commune, c'est qui ça nous peut faire ensemble pour ça arriver. Ça, c'est se mettre d'accord sur la perspective commune. Alors, par exemple, perspective commune, c'est que tout Martiniquais qui comprend, qui est éveillé, dit, bon, actuellement, nous nous décrochons de la dépendance. Tout ce que nous pouvons faire ici, faisons. Toute activité économique que nous pouvons soutenir ici, soutenons-la. Tout ce qui nous arrive à l'État français, nous levons le pied. N'attendons, décrochons-nous de la dépendance. Tout ce que nous pouvons faire, on nous fait, et tout ça d'autres fait, on nous supporte. Ça fait la perspective commune. Deuxième élément, c'est décrocher de la dépendance. Mais deuxième élément, évoquer la production, la circulation alternative, endogène. Ça veut dire, bien, oui, d'accord, il faut que nous pas contrôler l'autre, mais qui ça nous va faire à la place? Il y a des centaines et des centaines d'initiatives qui se font en Martinique, mais on va couler en bas la législation, les normes, etc., le manque de moyens, le manque de trésorerie. Mais si nous tout disons, nous qu'à supporter la production, la distribution, on s'organise pour un système parallèle, non seulement ça va favoriser la dépendance, la non-dépendance, mais en plus ça va préparer les conditions pour le développement alternatif. Alors, ça fait collectivement, mais ça se traduit par le comportement individuel. On ne s'imagine pas, nous avons dit Green Deal, ça. Si chaque individu change un petit peu sa façon de vivre, de consommer, de réagir dans les productions, cela crée un mouvement. Si
moi, je suis capable de me priver d'un certain nombre de choses superficielles, je contribue à la résolution globale des questions de pollution, bref, chacun a son travail à faire. Ça ne se fait pas magiquement, du jour au lendemain, on ne peut pas changer tout ce qu'on fait. Mais on s'organise pour petit à petit, volontairement, modifier son comportement individuel sur la base des objectifs que nous avons dit, décrochage de la dépendance, impulsion de la production et de la distribution endogène et autocentrée. Alors, mais il y a la bonne volonté, il y a ce qu'on comprend, mais il faut savoir que si nous ne sommes pas formés, si nous ne connaissons pas les dangers, les alternatives, qu'est-ce qui se fait? Nous allons l'accompagner. Donc, il faut accepter, en tant qu'individu, en tant qu'organisation, de faire un travail d'auto-formation et de porter la contribution à la dynamique alternative. Pour savoir que faire, il faut se former, se renseigner, s'informer, communiquer. Mais il faut surtout déchirer le voile de l'aliénation. Je rappelle chaque fois la définition pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. L'aliénation, c'est le fait de penser avec une grille d'idées que l'autre nous a inculquées. Ça ne veut pas dire qu'on est imbécile. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas instruit. Ça veut dire qu'un mécanisme a fait que les idées des autres guident nos comportements au lieu que ce soit nos propres idées qui guident notre comportement. Donc, il faut déchirer le voile de l'aliénation. Ce qu'on pense des Martiniquais en général. Vous avez cette idée, je l'ai souvent entendue chez les acteurs économiques, chez les jeunes, hein, les Martiniquais n'ont pas l'esprit d'entreprise. Les Martiniquais n'ont pas l'esprit d'entreprise. L'idée aliénée, c'est qu'on met dans entreprise capitaliste occidentale. Entreprendre, c'est faire. Les Martiniquais n'ont pas l'esprit d'entreprise. Qui manière de faire vivre par l'esclavage? Vous cherchez qui manière d'entreprendre pour se nourrir, entreprendre pour se loger, entreprendre pour se soigner. Mais après la révolution anti-esclavagiste, mais qui a construit les maisons? Nous parler de ça, de HLM. Mais les dizaines de milliers de Martiniquais qui m'ont dit que et puis qui plante, et puis qui l'argent. C'est pas une entreprise. C'est quoi ça? C'est pas une entreprise occidentale, capitaliste, etc. Mais c'est le fait d'agir pour. Combien d'entreprises, de petites entreprises familiales martiniquaises existent aujourd'hui en Martinique? On est de l'ordre de 15 000. 15 000. Vous avez fait ceci, café, carbone pour les grillés, mon café, quoi, mon café, figalage, etc. Qui Martinique est là? Ça sont cette idée d'autodénigrement, cette idée d'aliéner de notre esprit. Au contraire, l'écrasante majorité des Martiniquais ont un esprit d'entreprendre au sens propre du terme, font preuve de génie dans la façon de résoudre les difficultés, les contradictions. Je pense même aux gens qui ont un métier CDI, où ils gagnent un peu d'argent, qui sont dans la pauvreté, qui savent qu'ils faire à supporter, ils font des activités que l'autre appelle activités au noir et diaboliques, mais nous sommes un peuple de génie, nous sommes un peuple d'entrepreneurs, avec la différence que nous sommes plus collectifs et plus concrets dans les besoins de satisfaire les besoins propres du peuple martiniquais que la pseudo-entreprise mythique qu'il nous présente comme modèle. Donc, c'est ça le premier voile d'aliénation déchirée. Hier encore, on voyait à la télé un jeune là qui a fait, qui est installé
un coworking pour les coiffeurs qui viennent, etc. La semaine d'avant, c'était ces jeunes filles qui travaillent à faire des jardins dans les cités, etc., pour l'autosuffisance alimentaire. Mais tout le monde a l'idée. Il nous faut commencer à avoir confiance en nous. Mais il faut surtout éviter, on parle toujours d'aliénation, le piège de l'idéologie capitaliste occidentale bourgeoise. Nous, quand on est en entreprise, soit nous n'y dans l'esprit, on l'a fait dans l'esprit occidental, je vais faire de l'argent, je veux être mon patron, etc., etc. Ou bien soit on dit, je veux contribuer au développement économique de mon pays. C'est deux perspectives différentes. Et chaque fois, je vais chercher à savoir, est-ce que mon intérêt individuel, mon esprit de compétition a des chances de me voir devenir milliardaire comme dans les success stories, comme dans les films? Ou bien est-ce qu'il y a 80% des chances que l'impôt a assassiné moins, banque a assassiné moins, et concurrence déloyale des grandes surfaces a assassiné moins, et puis comme 3000 entreprises chaque année, je dis le chiffre de mémoire, ont des difficultés, se retrouvent en redressement ou ferment la porte. Est-ce que je choisis ce hasard-là, ce casino-là, ou bien est-ce que je choisis de réfléchir à quelle activité est capable de correspondre au tissu martiniquais, favoriser l'émergence de circuits parallèles et de façon endogène et autocentrée, et à ce moment-là, avoir des chances de soutenir. Il faut que mon activité serve culturellement, économiquement le collectif. Je prends des exemples. Noël, c'est une manière de célébrer. Maintenant, qu'est-ce qui domine dans les chantiers de Noël? C'est une forme festive qui s'accompagne de consommation de. Alors, en tant que nous, Papa Noël, mais actuellement, il descend mon dans Zoukla, il descend pour les Papa Noël. Côté nous acheter. Ça veut dire que la conception de l'activité qu'on a va favoriser la consommation, la dépendance et tuer le travail. Quand j'ai dans Halloween, je suis une petite boutique, alors, comme je vais vendre beaucoup, si je mets Halloween à l'honneur, je vais importer masque Halloween. Mon casque Halloween. Mais quand je fais ça, je détruis le tissu économique et la culture martiniquaise. Putain, c'est pour la Halloween. Mais cherchons les événements culturels proprement martiniquais, ou bien qui concernent l'étranger, mais que nous décidons de faire de la façon dont nous voulons pour vendre un produit que personne ne doit vendre. J'insiste sur ça pour montrer la culture. Muguet du mois de mai. C'est bien que penser qu'à vendre muguet du mois de mai. Alors, comment miser l'argent, on va développer une culture en Martinique pour aller vendre un muguet de mois de mai, de bouche de muguet. Cherchons autre chose. La même personne qui vend le brin de muguet peut très bien trouver une autre chose avant le 1er mai qui renforce. On n'y pas de toute l'année à faire des petits sujets à souligner les travailleurs, et ça. Et puis vendre ça va vendre plus. Donc il nous faut lutter contre le voile de l'aliénation. Et à ce moment, là j'ai parlé surtout des individus, mais je veux parler aussi des collectivités. Là, on a un exemple concret. Une collectivité qui verse 180 000 € pour que la flamme olympique traverse la Martinique. C'est un produit d'appel. Allons avant 650 000 € pour des Français qui viennent faire tropique criminel ici. 650 000 €. C'est un produit d'appel, ça fera connaître la Martinique. Ça ne fera pas connaître la Martinique dans notre intérêt, dans un bon sens. Ça va induire
produire une culture occidentale imbécile. Tous les films qu'on montre à la télé, c'est meurtre en Patagonie, meurtre à Sarcelles, meurtre au Danemark, etc. Alors, on y meurtre nous aussi, y compris criminels. Y compris criminels, c'est un pays d'appel. Il y a une figurante qui m'annonçait la semaine dernière qu'elle a touché 100 € pour ça, pour son travail dans l'affaire. 650 000 €. Et puis on dit que c'est pour aider les artistes. Imaginons, 650 000 € votés par la collectivité territoriale pour payer les associations d'alternatifs, de comités alternatifs, les différentes organisations de théâtre pour dire nous vous payons pour faire des cours d'initiation dans toutes les associations, gratuitement à l'échelle de travail, de manger, et de développer culture au sein du peuple martiniquais. Ils ont 50 000 €. C'est parce que, il y a des gens qui pensent que c'est comment dirais-je, du libéralisme. Non. La classe politique a été éduquée, formatée. Les meilleurs experts économiques internationaux tous les jours viennent dire que c'est comme ça que ça marche. Donc, ils ont pris à Gambagay là. C'est à nous de dire, maman, non, c'est pas ça pour faire. Et nous devons faire confiance de plus en plus à ce que ceux qui représentent le peuple martiniquais disent attention, nous t'es qu'à faire Gambagay, nous pas qu'à tirer ça pas bon. Si ils s'entêtent à faire, on dénonce, on dit que c'est pas bon. Mais il nous faut au contraire montrer ce que c'est que l'alternative. Au lieu de 650 000 € à des chasseurs de primes, mettons 650 000 € pour les intermittents de spectacle, les bénévoles d'associations de quartier, pour qu'ils forment des gens, qu'ils organisent des concerts, etc. Le résultat serait plus concret. Donc, j'ai parlé des individus, j'ai voulu ajouter les collectivités. Et pour la dernière partie, je voudrais dire que ce qui doit être de notre esprit, j'ai parlé tout à l'heure de vision collective, de projet collectif. On peut s'appuyer sur deux notions pour guider toutes nos actions. Construire des circuits courts, développer la synergie entre toutes les activités qui sont. Circuits courts, pourquoi? Parce que quand un jeune a une activité dans un quartier, il n'a pas de dépenses de logement, de transport, de ceci, de cela, il travaille à ce que le quartier s'approvisionne chez lui. D'agriculture, quel que soit où, etc. Le circuit court réduit les dépenses, réduit l'empreinte carbone, etc. et consolide les liens sociaux. Que ce soit collectivement, organisationnellement, individuellement, dans nos choix de développement économique, nous devons nous baser sur la volonté de développer des circuits. L'autre élément qui est la synergie, ça veut dire que quand on est seul à faire une action, à affronter les banques, à affronter les institutions, on sait que ces gens-là veulent écraser l'alternative. On a beaucoup de chances d'être écrasé, effectivement. Mais si on travaille avec tous ceux qui vont dans la même direction, on constitue un poids, on constitue un lobby, on fidélise une clientèle, on fait des économies d'échelle. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on se sente dans une organisation, dans une structure, dans une association. Non, on peut très bien collaborer en voulant ces individus, on sait son choix, etc. Et puis on échange, on discute. C'est mieux quand on est organisé dans une structure, parce qu'on peut prendre des décisions collectives, échanger des réflexions sur les dangers, etc. Mais il faut travailler à la synergie. D'autant plus que l'État français, qui a déjà commencé à attaquer les alternatives individuelles, va vouloir stopper le travail de construction alternative globale. Parce que ça met à plat tout.
toute son argumentation, sa domination, etc. Et il voit que ça prépare le peuple à résister au moment difficile parce qu'il y a un intérêt pour attaquer nous sérieusement. Donc, il nous faut nous lier pour dire nous sommes lobby, nous sommes groupe de pression, nous sommes groupe de manifestation. Par exemple, il y a des normes et des législations. Tout à l'heure, j'ai parlé des marins-pêcheurs de Chelchir. L'application n'a pour conséquence que détruire ces normes et ces lois-là qui sont faites en Europe, sont faites pour un pays développé et industrialisé, ne correspondent pas à la situation sociale même, question de la casse, non-propriété des terres, des sols, ça ne correspond pas à nous. Donc, si on va accepter que, bon, il a dit que c'est ça qu'il faut faire, c'est légal, c'est pas légal, on est bloqué. Il faut entrer en dissidence. Il y a des moyens de développer des circuits qui ne nous mettent pas en confrontation avec la loi directement. S'il y a des échanges de quartier, ce sera beaucoup plus difficile pour l'inspecteur français de venir mettre sa loi. Donc, il faut viser la dissidence, faire tout ce qui peut être fait dans les circuits familiaux de quartier. Et bien sûr, comme nous sommes pragmatiques et réalistes, dans toute la mesure du possible, si la loi ne nous gêne pas ou peut favoriser la résolution de problèmes, nous avons fait sans état d'âme, tout en sachant que globalement c'est un obstacle. Leur fiscalité et leur loi, ce sont des obstacles. Donc il faut arriver à dire, bon, oui, on a intérêt à déclarer telle entreprise, puisqu'il faut un bas, mais pour tel type d'échange économique, ben, on a intérêt à contourner l'État. Dans le monde, ce qui fait vivre les milliards de pauvres, c'est l'économie qui n'est pas contrôlée par l'État. Ce qu'ils appellent l'économie informelle ou noire. Si il n'y avait pas cette mentalité de nous, qu'est-ce que ça fait nous, en évitant évidemment, en luttant contre les déviations, les jeunes, l'état de pauvreté qu'on connaît au niveau mondial, c'est le pire. Ce ne sont pas les Occidentaux qui savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour le pays, pour l'économie, pour le monde. Ce sont des gens qui sont au service de la bourgeoisie et du pouvoir colonial. Donc, si nous nous référons aux lois, nous nous plions aux lois, c'est à celles qui peuvent nous aider. Celles qui sont des obstacles, nous devons avoir le courage de rentrer en dissidence. Alors, quand on a dit tout ça, ça veut dire que c'est une confrontation que nous commençons avec, que nous continuons plutôt, avec un pouvoir colonial, une caste qui veut détruire, qui veut empêcher que les non-membres de la caste n'arrivent nulle part. C'est une confrontation que nous commençons. Puis dit confrontation, dit rapport de force, dit organisation. Ça veut dire qu'il nous faut accepter l'idée que collectivement, on pourra mieux voir les difficultés et surmonter ces difficultés. C'est pour cela que souvent nous parlons de l'administration alternative populaire qui est en train de se monter et que nous invitons justement tous ceux qui partagent l'analyse que nous avons présentée, indépendamment de leur affiliation politique, religieuse, etc., à rejoindre cette dynamique qui est une dynamique où on réfléchit à la mise en place de l'alternative et du développement dans l'intérêt de notre pays au service de notre. Voilà donc le thème que je voulais présenter aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et nous prenons rendez-vous pour une nouvelle émission dimanche prochain. Thank you.